Le 7 novembre 1962, Bourvil racontait à Moussa Abadi quelques grandes étapes de ce singulier parcours. Cela commence comme un conte rose pour enfants sages, une histoire très morale, très édifiante, un album d'images que l'on feuillette avec plaisir. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, le 6 mars 1937, débarquait à Paris avec un piston et une casquette pour chercher la caserne de la tour Maubourg. Il s'appelait André Rimbourg. Aujourd'hui, 25 ans après, soyons plus précis, 25 ans, 8 mois et 1 jour, ce même André Rimbourg est devenu Bourvil, c'est-à-dire l'une des figures les plus attachantes du monde du théâtre, de l'opérette, du cinéma, du cabaret, du music-hall et de la chanson. Il y a là tout de même un cas assez rare pour qu'on s'y arrête. Moi, je crois que le plus simple pour essayer de comprendre comment cet André Rimbourg est devenu ce phénomène, cet animal qu'on appelle un comique, et puisque nous avons la chance justement d'être avec lui aujourd'hui, c'est de voir avec lui comment c'est arrivé. Alors, je vais vous demander, si vous le permettez, de remplir dans une certaine mesure une fiche signalétique, de me dire où vous êtes né. Il y a de cela 45 ans. Alors je vais vous demander de me dire pour commencer où et quand vous êtes né. Ben, je suis né le 27 juillet 1917 à Preto-Vicmar, une petite commune dans la Seine-Maritime, et j'ai été élevé à partir de l'âge de 4 ans à Bourvil, qui est une commune très voisine de Preto-Vicmar. Je suis resté, comme tous les enfants de ma famille, à l'école communale jusqu'à 13 ans. Ensuite, l'instituteur, comme j'étais bon élève, je m'excuse de vous dire ça, j'étais très bon élève, mon instituteur m'avait demandé si je ne voulais pas être instituteur, laisser la terre. Surtout que j'avais déjà un frère qui était déjà au collège, puisqu'il est médecin au Havre, lui. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas. Puis je suis parti au collège, mais sans enthousiasme, parce que la vie d'internat ne me plaisait pas. Et je suis revenu à 15 ans, je suis revenu à la ferme. Et là, je suis resté 2 ans à la ferme. Et toute ma vie, je dois dire, même depuis mon enfance, j'ai toujours aimé faire rire. C'était un besoin pour moi. Bon, je m'excuse. Oui? Je m'excuse de vous interrompre parce que je voudrais tout de même m'arrêter une seconde un petit peu sur le milieu dans lequel vous avez grandi. Vous appartenez à une famille de paysans. Oui. Je suis d'ailleurs très heureux que vous ayez précisé le lieu de votre naissance parce qu'on l'attribue toujours à Bourvil, ce qui est une erreur. Vous avez vécu à Bourvil, mais vous n'êtes pas né à Bourvil. Non. Mais mes souvenirs sont de Bourvil quand même. Parce que je n'avais 4 ans quand je suis arrivé. C'est ça. Vous appartenez à une famille de paysans. À l'époque, ils avaient une ferme d'une trentaine d'hectares. C'est ça, oui. Ils y faisaient du lin, du blé, de la betterave. Ils avaient une quarantaine de têtes de bétail. C'est ça, pour toute autre région de la France, cela représenterait une certaine aisance. Alors que chez vous, vous étiez 5 dans la maison, je crois 3 frères et 2 sœurs. Oui. Et cela Ah non, il fallait faire attention. Je me souviens, ma mère, quand elle nous regardait faire une tartine de beurre, on faisait des tartines dans du gros pain où il y a des trous, vous savez. Alors si par malheur on emplissait le trou de beurre, on avait une belle claque. Et on était marchand de beurre, c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale, il fallait vivre avec les bénéfices de la terre, quoi. Oui, et on vous destinait tout de même à l'enseignement, puisque vous êtes allé de Bourvil à Doudeville, au collège. Je crois que, ou bien que vous n'ayez pas senti, comme on dit, la vocation, ou bien que vous soyez ennuyé loin de la ferme paternelle. Je m'ennuyais parce que à l'internat, on est un numéro, n'est-ce pas? On est anonyme. Et ça, je manquais comment dirais-je, d'affection, de contact avec un aîné, quoi. Et c'est surtout ça qui m'a fait revenir.
Ce collège était comme tous les collèges du monde. Il était sympathique, mais enfin, si mes parents avaient habité la ville, j'aurais poursuivi mes études en habitant chez moi, certainement. Mais là, comme je devais rester enfermé, je suis parti. Oui, mais déjà, vous venez de me le dire, déjà vous aimiez non pas jouer la comédie, mais vous aimiez pousser la chansonnette, vous aimiez faire rire, vous aviez le sens déjà du comique, puisque vous jouiez pour vos camarades de l'école. Et je crois qu'à l'origine de toute cette histoire, il y a surtout la musique. Ah oui. Aussi loin que l'on remonte dans le courant de votre vie, on trouve la musique, puisque déjà, en revenant à la ferme paternelle, c'est-à-dire entre l'âge de 15 ans et de 17 ans, et avant de passer à Saint-Laurent, vous jouiez dans l'Orphéon de Fontaine-le-Dain. Oui. Vous étiez dans l'Orphéon de Fontaine-le-Dain, vous jouiez du cornet à piston, du piston, ouais, c'est ça. Vous avez lu toute ma vie, alors je vois que... Mon Dieu, on va essayer de la reconstituer ensemble, on y arrivera tous les deux, j'en suis sûr. Vous jouiez déjà donc dans l'Orphéon de Fontaine-le-Dain. Et un petit peu après, et nous y arrivons, mais je vais vous laisser le dire vous-même, à 17 ans, il fallait bien, n'est-ce pas, vous venez de m'expliquer pourquoi, malgré la ferme d'une trentaine d'hectares, les 40 têtes de bétail, il fallait tout de même gagner sa vie. Oui. Et puisqu'aussi bien l'enseignement ne semblait pas vous tenter tant que ça, on vous a dirigé vers un autre métier. Et vous êtes parti à Saint-Laurent-en-Caux, je crois, pour faire quoi? Pour être boulanger. Et là, ça m'intéressait sans plus, je gagnais ma vie. Alors, j'étais résigné à faire un travail manuel quelconque, pourvu que j'ai beaucoup d'heures de loisirs pour la musique. Et comme je travaillais tôt le matin, j'étais libre les après-midi, une partie de l'après-midi, et ça me permettait de travailler ma musique et d'aller aux répétitions de la fanfare. Et j'étais moins tenu qu'à la ferme. Et ensuite, je suis parti à Rouen, et j'ai appartenu, tout en étant boulanger, à une autre harmonie de Saint-Sever. Et ensuite, je me suis engagé dans une musique militaire pour toujours poursuivre des études musicales. Oui. Alors, vous étiez boulanger d'abord à Saint-Laurent, apprenti boulanger, et puis à Rouen même. Oui. Je situe un petit peu l'époque, c'est très intéressant sur le plan social. Nous sommes en 1936, si je ne me trompe. Vous étiez payé 10 francs par jour, couché et nourri. Vous savez tout ça? C'est exact. Oui, mais vous êtes documenté. C'est exact. Donc vous gagnez 300 francs par mois, mais vous ne les gardiez pas pour vous, car je pense que vous donniez votre paye à votre maman qui vous laissait quelques francs pour vos dimanches. Pour faire le garçon, oui. Pour faire le garçon. Oui. Vous travailliez de 3 heures du matin à midi à la boulangerie, et l'après-midi, vous consacriez ça, comme vous l'avez dit, à l'harmonie municipale. Comment prononcez-vous Saint-Sever? Saint-Sever. Saint-Sever. Eh bien, c'est de cette harmonie municipale que vous était venue l'idée, une idée très heureuse, nous allons voir pourquoi, puisque vous avez eu, permettez-moi de vous dire, le culot, à cet âge, et ne sachant rien de ce qui se passait à Paris, au 24e d'infanterie en tout cas, d'écrire comme cela, au flanc, au capitaine Clément. Qui portait bien son nom. Qui portait bien son nom. Vous avez écrit une lettre à ce capitaine pour lui dire quoi? Pour lui dire que, d'abord que j'étais de Rouen, parce que je savais qu'il avait été chef de musique à Rouen. Alors, comme je pense qu'il avait une certaine sympathie pour la Normandie, ayant vécu là-bas, j'ai d'abord dit que j'étais à Rouen, que j'ai joué à l'harmonie de Saint-Sever, et que j'aimerais bien être musicien dans son harmonie du 24e. Il m'a tout de suite répondu. Et mieux que ça, il m'a dit, vous viendrez me trouver directement. Est-ce qu'il vous évitera de faire des classes? Je suis entré directement à la musique et je me souviens, je suis arrivé le 6 mars 37 et j'avais préparé un petit morceau pour lui jouer, pour lui faire voir mes talents. Et quand je suis arrivé à la caserne, le 6 mars, je m'en souviendrai toujours, le sergent qui était à la porte m'a dit, ils sont partis à Issy-les-Moulineaux faire des manœuvres, je sais pas quoi. Alors je me suis bien gardé de me dire que j'étais engagé, comme il m'avait précisé dans sa lettre, et je suis reparti dans Paris où je n'étais jamais venu, puis je suis parti là. C'est alors que se situe l'histoire de la Tour Eiffel. C'est ça. Racontez-nous ça, Bourvil. Ben, je suis descendu dans le métro.
Puis j'ai demandé, comme un vrai paysan que j'étais, un billet pour la Tour Eiffel. Et la receveuse m'a regardé, elle a bien vu d'où je venais. Elle m'a dit, c'est ça, bon, ben, allez, voilà. Puis je suis parti sans rien demander plus. Et je suis sorti de ce métro et j'ai regardé en l'air. Et je n'ai pas été tellement surpris, la Tour Eiffel, parce qu'on en fait trop d'affaires sur les cartes postales. Quand j'ai vu cet édifice, je me suis dit, oui, ben, c'est ça. Puis il faisait tellement gris, tellement mauvais, le ciel était bas. Puis je suis revenu, j'ai marché, je suis perdu un peu. Puis le soir, je suis rentré, j'avais loué une petite chambre tout près de la gare Saint-Nazaire. Et le soir, j'ai retravaillé mon piston, mon morceau. Alors j'avais mis une sourdine et puis ma casquette au bout du piston pour pas faire trop de bruit, parce que j'avais peur de faire des scandales. Et consciencieusement, j'ai répété mon morceau. Puis le lendemain, j'étais à la caserne. Et M. Clément, qui fait là le Normand. Alors moi, j'étais tout tremblant. J'ai dit, il va me demander de jouer. Et puis, il m'a rien demandé du tout. Et vous avez été versé à la musique du 24e. Oui. Seulement là-dedans, il y avait tout de même des gars qui étaient beaucoup plus fortiches que vous. Oh là là. Il y avait des prix du conservatoire. Il y avait un prix de Rome. Il y avait même un prix de Rome, des musiciens qui avaient fait leur classe. Ouais. Il y avait même, je crois, Yves Furet, non? Yves Furet, il y avait Guy Ennemi qui s'appelle Louis Guy maintenant. Il y avait un tas, j'en rencontre tout le temps dans les orchestres. Et je me souviens, la maison, il y avait une chambre qui était consignée à cause des oreillons. Et moi, j'avais pas encore de vêtements militaires. Et il me faisait faire des courses dehors. Je me souviens, j'étais un peu naïf. Il y en avait un qui m'avait envoyé dans une librairie pour chercher un livre pas très, très recommandable. On m'a regardé de bas en haut, on a l'air de dire que c'est ce Zeb là qui achète des livres un peu olé olé quoi. Et vous avez commencé comme cela, et à ce moment-là, vous aviez tout de même envie d'écrire quelques chansons. Vous aviez déjà écrit quelques petites chansons. Oh oui, mais très mauvaises. D'accord, mais je retrouve en travaillant votre biographie qu'un jour, à la fête de votre régiment, à Mourmelon, si je ne me trompe, Oui. vous avez chanté. Vous avez chanté « Je regarde les magasins, Oui, les oui. tissus et les satins », c'est bien ça. C'est bien ça. Mais vous savez tout, dites Bon, donc. eh bien alors, non, je ne sais pas tout, mais vous allez m'en apprendre pas mal, j'espère. Eh bien, vous avez chanté donc, et là, cette période de service militaire nous mène jusqu'à la guerre. Oui. Vous avez fait la guerre comme brancardier? Regardez, oui. Mais j'ai eu la chance d'être malade juste au moment, 15 jours avant que les Allemands déferlent sur notre pays, quoi. Bon, maintenant, je m'excuse, j'ai oublié tout de même un détail très important, c'est qu'en 1938, là, c'est important, vous aviez gagné un concours. Ah oui, vous avez gagné un concours avec la chanson Ignace. Et j'avais écrit à Fernandel. J'étais inconscient, n'est-ce pas? Je lui avais demandé j'avais dit que j'avais gagné un concours, le premier prix avec sa chanson, et je lui avais demandé qu'il m'envoie des félicitations. Et gentiment, il me les a envoyés. Et moi, je croyais que ça m'ouvrirait des portes. J'étais auditionné au Petit Casino et je montrais ça tout fièrement. Jamais ça ne m'a servi. Il vous a envoyé sa photo, non? Oui, oui. Malheureusement, je l'ai perdu, je l'ai égaré. J'en ai reparlé depuis. Il a bien ri. C'est dommage, au soldat Rimbourg. Oui, oui, avec mes félicitations qu'il avait mis. Oui. C'était Enfin, une référence. Vous aviez donc gagné le concours des fiancés Beer. Oui. Mais dites-moi, vous étiez fiancé déjà à l'époque? Non. Pas encore. Non. Moi, je Bon. me souviens, c'était une émission publique. À ce moment-là, il n'y avait pas de magnétophone. On devait dire, il ne fallait pas dire de bêtises, c'était en direct. Et il y avait des fiancés, n'est-ce pas? Et puis, le speaker devait faire dire, eh bien maintenant, vous allez boire, qu'est-ce que vous allez boire? Ah, il devait répondre forcément, un bon verre de bière. Et l'autre, il avait l'air d'un hélioberge. Lui, il ne savait pas. Il dit, ben, oh, je ne sais pas, je vais boire. Ah, il avait peur qu'il dise, on va boire un Pernod. Il dit, ben, je ne sais pas ce que je vais boire. Mais si, vous allez boire un, et il n'arrivait jamais à le dire. C'est très curieux, on dirait un des personnages de Bourvil, c'est curieux. Mais oui. On dirait Francis, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Nous y reviendrons. La guerre, la retraite,
Fuite, retraite, évasion en vélo de Rambouillet jusqu'aux Basses-Pyrénées. Oui, oui, à Arzac, exactement. À Arzac, dans les Basses-Pyrénées, et puis on remonte à Paris après l'armistice, et commence là une époque terrible de vaches maigres. Ah bah oui, J'appelle cela les temps difficiles dans les chapitres que je consacre à votre existence. Les temps difficiles parce que là, vous faites vraiment, il fallait vivre, et il fallait vivre dans des conditions difficiles. Vous faites vraiment pas mal de métiers. Oui. On vous retrouve pendant très peu de temps plombier, si je ne me trompe, Oui, et avec, même cireur de plancher, un petit peu, oui. avant d'échouer à la fiduciaire, près d'ici, rue de Berry, comme garçon de course. Ah oui, j'étais 2 ans là. 2 ans. Mais là se situe une anecdote qui est un petit peu chaplinesque, c'est pour ça que je me permettrai de vous demander de nous le raconter, et qui préfigure en quelque sorte le personnage bourvillien que vous alliez créer. Alors que vous cherchiez à gagner votre croûte, difficilement, vous avez proposé de transporter un fourneau, moyennant 45 francs. Voulez-vous nous raconter cette histoire? Ah ouais, c'était un ami. Déjà à ce moment-là, j'avais des petits engagements. Je passais chez Carrère, déjà à ce moment-là. Et exactement, voilà ce qui s'est passé. J'avais un ami, qui est toujours mon ami d'ailleurs, qui est bijoutier. Et il a besoin de ses doigts pour travailler dans le petit monde, n'est-ce pas? Alors il ne peut pas faire de gros travaux, il a peur de s'abîmer les mains. Et moi, comme j'étais toujours considéré comme le costaud de mon régiment, parce qu'il était au régiment avec moi, il m'avait dit, j'ai une cuisinière à aller chercher à Clichy. Il habitait rue de Bretagne. Je dis, bon, alors j'avais un vélo, moi j'étais garçon de course. Alors j'ai été louer une remorque. Bon marché, le meilleur marché possible, forcément. La plus petite, comme un imbécile que je suis, elle était trop petite. Quand je me suis amené devant cette cuisinière, elle n'entrait pas. Elle était en biais, vous comprenez? Et alors, je suis parti comme ça faisait un bruit de tôle épouvantable, tout le monde me regardait. Et je suis descendu la rue de Clichy, là. Il y avait encore des pavés. Ça faisait un bruit épouvantable. Et je suis arrivé place de la Trinité beaucoup plus vite que je le pensais. Et à ce moment-là, il y avait sur la place publique, qui existe encore, je crois, des choses rondes qui éclairent, vous savez. Mais avec leur fichu guerre, ils éteignaient tout ça. Alors moi, je suis arrivé à toute pompe. Je suis à la place de la Trinité. Ne voyant pas ces choses-là, il y a une des roues de la remorque qui est passée sur ce truc-là. En tournant, alors, ça a déporté ma pauvre cuisinière. Elle est tombée, place de la Trinité, et alors, elle était cassée, forcément. Et alors, il vous fallait payer quand même la remorque, ah oui, oui. à déduire de ce qu'on vous donnait. Si bien qu'il a dû vous rester quelques maigres francs pour... Il m'est resté des déficits, oui. Oui, des déficits. C'était la première bonne affaire de votre vie. Eh bien, voyez-vous, vous aviez fait l'apprentissage de la dure, parce que c'était vraiment une période difficile. Je crois que vous habitiez à l'époque 59 rue de Clichy, si 54, je ne me trompe. 54, oui, oui. Une chambre de bonne, avec un copain. Oui, oui. Us, oui, que je vois souvent, qui est musicien, qui m'accompagne souvent dans les disques. D'ailleurs, il joue souvent avec Jerry Mango. Il jouait du trombone. Il travaillait son trombone, moi je travaillais ma trompette, et l'accordéon, je viens de vous dire que les voisins... Quand nous sommes déménagés, ils ont dit enfin. Oui, eh bien, il y a eu un moment où la chance devait fatalement vous sourire. Je pense qu'il y a eu d'abord l'audition chez Carrère, ça se situe en 1942, mais surtout, et là je suis heureux tout de même de dire que la radio sert à quelque chose tout de même, puisque toute votre carrière doit beaucoup, est partie par la radio dans une certaine mesure, puisque je pense à cette émission Sans tambour ni trompette, de Pierre Court et Francis Blanche. Non, Sans tambour ni trompette, c'était de Châtelard. Châtelard. Et ensuite, Sans rime ni raison. Sans rime ni raison, c'est ça. C'était Francis Blanche et Pierre Court. Et il y a eu une troisième émission avec Jean-Jacques Vital. Mais ça s'est suivi. Pêle-mêle. Oui. Et c'était à la suite de Sans rime ni raison. Vital était malade, qui m'a raconté. Et il écoutait l'émission de ses collègues. Et je suis passé là. Et ils ont passé des crayons. Et le lendemain, j'ai reçu un télégramme de Jean-Jacques Vital, et ça m'a fait rire parce que j'avais été le voir à la Libération pour lui présenter mes monologues, mes chansons, puis
Ne me connaissant pas, il m'avait à peine reçu, il m'avait pas reçu, quoi. Et je lui ai dit, j'ai dit, eh ben, je suis le même qui avait été rue du Bocador, ils avaient leur bureau, là. Ah, il me dit, ah bon? Mais de quand datent exactement les crayons? Moi, je les ai fait en 44. Et les Allemands étaient encore là. Et je les ai essayés tout de suite à la Libération, en 44, là, dans un cinéma à Puteaux, le casino de Puteaux. Mais il faisait un froid, c'était l'hiver 44, là, vous savez, qui avait été très rigoureux. Il n'y avait personne dans la salle. Je faisais de la buée en chantant, c'est pour vous dire qu'il faisait froid là. Alors, dans cette salle immense où il y avait 50 personnes, je chantais les crayons, ça n'avait pas fait beaucoup de succès. Bah, je me suis dit, si c'est ça, faut que j'en fasse une autre. Mais je passais à ce moment-là au petit casino, et dans les cabarets, ça marchait un peu mieux, ça m'avait encouragé à en faire d'autres. C'est l'époque des monologues aussi, c'est l'époque des castagnettes, de la plume, du discours du ministre de l'Agriculture. Oui, c'est bien cela. Oui, oui. Ça se situe à cette époque. J'ai fait tout ça pendant que j'étais à Pigalle, dans les boîtes, quoi. Oui, donc premier coup de main, c'est la radio qui vous l'a donné, puisque on vous a découvert par la voix des ondes, mais aussi, vous parlez des crayons, vous avez rechanté cette chanson dans votre premier film. Oui, La ferme du Pentu. Oui. Ce premier film, vous n'aviez pas un rôle très important dans ce premier film. Ce premier film, c'est très curieux, il est d'après l'œuvre de Gilbert Dupé, le directeur des Nouveautés, dans lequel vous produisez en ce moment, et vous jouez La Bonne Planque de Michel André. Depuis ce premier film, là j'ouvre une petite parenthèse parce que votre carrière cinématographique est très 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 importante. Depuis, vous avez tourné une trentaine de films, si je ne me trompe. Oui, à peu près. Une trentaine de films, dont donc le premier, La Ferme du Pendu, Oui. Pas si bête de Berthomieux, Oui. Blanc comme neige, Le cœur sur la main, Le roi Pandore, Miquette Oui. et sa mère avec Louis Jouvet et Daniel Delorme, Oui. Le rosier de Madame Husson où vous repreniez le rôle de Fernandel, Oui. Seul dans Paris, votre premier rôle dramatique au cinéma, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis vous avez, alors je m'excuse de citer sans respecter l'ordre chronologique, vous avez tourné Cadet Roussel, Le Bossu, Les Trois Mousquetaires, je n'oublie certainement pas La Traversée de Paris qui vous a valu la Coupe Volpi en 1956 et le premier prix d'interprétation masculine au Festival de Venise. Le Miroir à deux faces, autre film dramatique, autre rôle dramatique, La Jument verte, Les Hussards, vient de paraître, Poisson d'avril, et j'en passe, Fortuna, et j'en passe, pas beaucoup en tout cas. Enfin, j'ai cité les principaux. Vous avez tourné dans le film de Sacha Guitry également. Ah oui, le rôle de Versailles, guide. c'est ça? Oui. Donc, vous avez tourné environ 25 films, une trentaine de films. Sur ces 30 films, il y a 3 rôles dramatiques. Nous y reviendrons après. Il y a Seul dans Paris, qui était déjà une ébauche d'un rôle grave, qui vous sortait de votre emploi habituel. Il y a La Traversée de Paris, d'après une nouvelle de Marcel Aimé avec Jean Gabin. Il y a Le Miroir à deux faces. Donc, carrière cinématographique à partir de 1946. Carrière théâtrale à partir de 1949, avec Le Bouillant Achille de Paul Nivois aux Variétés. Carrière d'opérette avec justement des opérettes comme La Bonne Hôtesse, comme Le Maharaja, comme Monsieur Nanar, comme La Route Fleurie et enfin tout récemment Pacifico, qui a été un des très grands succès de ces 10 dernières années. Bon. Mais avant d'arriver à cette carrière cinématographique, théâtrale, opérette, je voudrais tout de même revenir à vos chansons et à vos monologues. Nous sommes en 1946. C'est déjà un petit peu, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas la gloire, mais Bourvil commence à être connu. Il ne gagne plus 10 francs par jour, comme au temps de la boulangerie de Saint-Laurent, mais mon Dieu, il était payé, il avait des cachets intéressants pour l'époque, c'était de l'ordre de 500 francs quand vous produisiez déjà au cabaret. Je crois Oui, 500 francs. J'avais 500 francs. Chez ma cousine, j'avais 500 francs. À la Libération, j'avais 800. Mais... il y avait des soirs où ça ne marchait pas très bien. Il m'avait dit, tu téléphoneras avant de venir. S'il n'y a pas de client, tu ne viens pas. Alors, je n'étais pas payé, forcément. Alors, quand je prenais le téléphone, je tremblais. Je dis, pourvu qu'il y en a moins 2, que je vienne. Alors, quand il n'y avait pas de monde, vous non, je ne venais pas, parce que les affaires étaient très difficiles au moment de la Libération. Entre le moment où les Allemands sont partis, et à partir du moment où les Alliés ont débarqué, il y a eu une période trouble, n'est-ce pas? Alors les cabarets marchaient à moitié. Alors, jusqu'à ce qu'ils soient là, ça a été mauvais. Alors, il y avait quelques clients rares là, qui venaient dans les cabarets, mais c'est pas tous les soirs. Alors, je téléphonais
Et il me disait, ben, ce soir, il n'y a personne, ne te dérange pas. Alors, tout triste, je rentrais parce que je n'avais pas de téléphone chez moi. Quand il y en avait 3 ou 4, j'arrivais devant scène, j'ai dit, tâche de les tenir jusqu'à ce que j'arrive. Boucle les portes. Et puis très vite, en partant de cela, très vite, Bourvil était devenu une vedette du cabaret et du music-hall. Pourquoi? Parce que, c'est ce que nous allons essayer de voir, parce qu'il venait d'apporter, il venait de créer en quelque sorte un personnage nouveau. On dit qu'il y a un cas Bourvil. Très souvent, j'entends dire, ah, la réussite de Bourvil, c'est un cas, c'est un phénomène assez extraordinaire. On ajoute, dès qu'on parle de cas et de phénomènes, on sous-entend que c'est inexplicable. Je crois qu'on pourrait l'expliquer. Et pour cela, il faudrait voir un petit peu ce que vous avez apporté à ce moment-là et ce que vous apportez depuis que vous avez débuté en 1946. Ce personnage qui est typiquement bourvilien, qui n'appartient qu'à vous, qui est à vous. Ce personnage qui arrive, quel est-il, qui est-il? Si je vous demandais de me le définir, tel qu'on le voit à travers vos monologues et vos chansons, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Moi, je crois que c'est un personnage qui correspond exactement au chanteur amateur qui vient au crochet et inconsciemment, il chante des chansons qui ne sont pas pour lui. C'est le gars qui ne se rend pas compte qu'il est ridicule, quel que soit le genre qu'il aborde. Par exemple, s'il veut chanter une chanson dramatique, tout le monde en rit et il s'en étonne. S'il veut faire de l'esprit, ça pèse 100 kilos, il en rit le premier comme un grand abruti et les gens rient de sa bêtise. Et lui, il croit que les gens rient de son esprit. S'il veut faire une chanson de rythme, ben, il est lourd comme un éléphant. Et les gens rient toujours de son incompétence. Et c'est de là qu'est parti mon personnage. Quand je faisais mon tour, d'ailleurs, j'accentuais un peu ça. J'arrivais très sérieusement, avec la sincérité d'un chanteur qui veut épater avec une chose douce. Et je me faisais annoncer par un quatrain très pompier pendant qu'on jouait Parlez-moi d'amour. Et j'arrivais là-dessus et je disais, je commencerai, n'est-ce pas, par un tango argentin intitulé Reviens, dis. Ah, déjà ça, on disait quel abruti alors. Et après, je disais maintenant, pour changer de genre, je vais vous chanter une chanson de rythme. Alors là, ça tombait dans... Et je disais 3e genre, 4e genre. Alors je faisais tous les genres et j'en faisais pas un de bon. C'était l'inconscient, quoi. Oui, seulement, je crois que c'est cela, et vous êtes mieux placé que quiconque pour nous dire ce que représente ce personnage. Si vous le permettez, Bourvil, je vous dirai ce que nous, spectateurs, nous y voyons aussi. Nous voyons cela, bien sûr, oui. Car en effet, c'est cela. Mais enfin, ce personnage, et vous avez beau dire, c'est bête, hein, eh bien, est moins bête qu'il n'y paraît. Votre personnage, qui fait rire parce qu'il est lourdeau, parce qu'il est un petit peu aussi un raté, non? Oui, oh bah oui, c'est d'ailleurs dramatique. Ce personnage fait rire, mais dès qu'il lui arrive un malheur, il fait pitié. Et c'est pour ça que ça m'a été facile, dans mon tour de chant, d'émouvoir un petit peu en disant des poèmes de Camille François qui évoquaient des situations dramatiques. Parce que les crayons, n'est-ce pas, chantés, ayant une autre forme et chantés par un autre collègue, ça prend un caractère dramatique. Je crois que vous avez été influencé dans une certaine mesure, parce que dès votre plus jeune âge, vous vous intéressiez à ça. Vous avez été influencé par Dranem, je crois. Oui. Malheureusement, je ne trouvais pas dans Dranem... c'était pas de sa faute, c'était la faute des auteurs de chansons. Je ne trouvais pas dans Dranem le côté... comment dirais-je, pitoyable. Il y avait parfois un peu trop le côté comique, mais uniquement pour faire rire. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Si, je comprends. Je comprends. Seulement, alors, il y avait un autre personnage qui, lui, est un cousin germain de ce que vous avez commencé par faire au début. Je veux dire qu'il appartient à la même paroisse, à la même famille, et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, c'est Adémaï. Ah oui, oui. À partir du moment où un personnage est sincère,
les gens ne doivent pas rire. Je suis certain que si j'interprétais une chanson comique qui est très connue, qui est un chef-d'œuvre, je vais parler de La caissière du Grand Café. Mais ce pauvre gars qui vient passer tous les soirs, boire un café qu'il n'aime peut-être pas, et il tourne son sucre, et il la regarde, cette caissière du Grand Café, et ça dure, et il revient. Oh, il dit, elle est belle, elle est mignonne, tout ça. Puis un beau jour, il se donne des coups de pied au derrière, il dit, il n'y a rien à faire, il faut que je lui écrive. Il lui écrit sur un petit bout de papier, puis il s'en va pour lui porter son petit billet d'amour, là. Puis elle l'envoie aux toilettes. Ben, je suis sûr que la dernière partie de la chanson, si on casse le rythme, qu'on amène une orchestration un petit peu émouvante, ben je suis sûr qu'on arrache les larmes aux gens, en les ayant fait rire au début. C'est exact. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. Au départ, il y avait en vous un amuseur. Et j'en profite tout de suite pour dire que votre tour de force n'est pas seulement d'avoir créé, imposé, fait adopter un personnage par le public, c'est d'avoir fait durer ce personnage. Vous savez très bien, vous savez mieux que moi, l'histoire du musical est là pour le prouver, que les amuseurs passent très vite. L'espace de quelques années. Eh bien, vous venez de fêter vos 20 ans de théâtre en ville. Et ce personnage est toujours aussi actuel, aussi attachant, aussi drôle, aussi émouvant. Parce que il prend ses racines dans ce qu'il y a de plus sain dans l'homme, de plus simple. Et il y a aussi dans ce personnage ce côté émouvant, et c'est parce qu'il y avait au départ en vous, derrière l'amuseur, un comédien émouvant, que déjà Seul dans Paris, on a vu poindre le bout de l'oreille du Bourvil de la traversée de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est à propos de ces 3 films que je voudrais vous demander de me dire 2 mots. Seul dans Paris, La traversée de Paris, Miroir à 2 faces. 3 films qui sortent de l'emploi qu'on vous confiait d'habitude, n'est-ce pas? Et on a découvert avec émerveillement, dans La traversée de Paris, que Bourvil était aussi un grand comédien dramatique. Ça va me faire rougir, là. Eh bien, quand vous vous êtes aperçu, et comment vous êtes-vous aperçu que vous aviez aussi l'étoffe d'un acteur dramatique? Déjà dans Pas si bête, j'avais une petite séquence où je venais apporter un fromage à ma cousine. Et malheureusement, ce fromage sentait mauvais. Et comme ma cousine était un peu snob, n'est-ce pas, le fait de me recevoir et qu'en plus j'apporte un fromage qui pue, ça la gênait. Alors ça fait que sans aucun ménagement, elle avait pris mon fromage et elle l'avait porté à l'office. Et moi, croyant faire plaisir, je me suis aperçu que j'avais fait une gaffe. Et on sentait déjà, enfin moi je l'avais senti dans mon fort intérieur, que ce personnage inspirait la pitié, quoi. Et je m'en suis aperçu aussi dans un autre film. Pagnol m'avait fait un monologue après le repas du Rosier, où je m'étais saoulé. Je partais seul, parce que dans ma soulographie, d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'étais ridicule, habillé en blanc comme ça. Et je m'en allais par les rues de la ville, du village, là, en parlant seul. Et c'était émouvant, ce que Pagnol m'avait donné à dire. C'était drôle, mais je suis certain que beaucoup de spectateurs ont été émus à écouter ce passage du film. Oui, mais pour vous, je crois, dans votre carrière, La traversée de Paris a été pour vous ce que Angèle a été pour Fernandel. Je veux dire qu'à ce moment-là, on a découvert subitement, d'une façon alors très nette, une autre facette de votre talent. Et immédiatement après, il y a eu Le Miroir à 2 faces.
Est-ce que c'était chez vous, est-ce qu'en entrant dans la peau de ce nouveau personnage que vous avez interprété aux côtés de Jean Gabin, est-ce que vous saviez au départ que c'était un personnage dramatique? Oui. C'était... Il y avait des rires sur une situation dramatique. Ça, je le savais, oui. Et puis dans le miroir de face, c'était pire, parce que je devais composer un personnage antipathique. Jusqu'alors, j'avais toujours le bon rôle, parce que je jouais toujours des personnages sympathiques. Alors que là, j'étais vraiment un médiocre, et l'influence de ma belle-mère était néfaste, et je ne me conduisais pas très bien avec Michel Morgan, qui était en l'occurrence ma femme. Et là, j'ai dû me forcer un petit peu pour entrer dans la peau de mon personnage. Oui. Mais alors pourquoi, et c'est la question que je vous pose, pourquoi seulement 3 films graves sur une trentaine? D'abord, première question, vous y répondrez comme vous voudrez. La seconde, en 1949, vous jouez, bon, pas un rôle capital, mais enfin, vous jouez votre première pièce de théâtre, Oui. le Bouillant Achille de Nivois, Oui. aux Variétés. Et puis, on n'entend plus parler de Bourvil au théâtre. C'est à croire qu'il avait une défiance à l'égard du théâtre et de son propre talent. Or, il était évident, déjà depuis 1949, et peut-être avant, que vous aviez votre place au théâtre. Je ne parle pas de l'opérette, Oui, je oui, parle d'accord, du très théâtre, bien. n'est-ce pas? Or, il a fallu attendre 13 ans pour que la rencontre combien heureuse de Michel André et de Bourvil nous vaille le plaisir de retrouver Bourvil, non plus dans une opérette, nous l'aimons dans l'opérette, bien sûr, mais dans un rôle. Alors là, il y a 2 choses sur lesquelles je vous demanderai de vous expliquer un peu. La première, pourquoi si peu de films dramatiques et tant de films comiques? La seconde, pourquoi voit-on si peu Bourvil au théâtre? Oh ben, c'est une question d'offre. Si un auteur, un metteur en scène ne vient pas vous proposer un film dramatique, moi je ne pouvais pas aller tirer les cordons de sonnette en disant au producteur, vous savez que je peux faire un rôle dramatique. Hein. C'est difficile de faire une telle déclaration à un producteur. Ça n'a commencé que lorsque Lara et Bromberger avant ont dit, moi je vais proposer ce rôle-là à Bourvil, qui avait quand même des moments drôles, n'est-ce pas? Quant au théâtre, jamais une seule fois un Anouilh ou un Marcel Aimé ou un Achat ou je sais pas moi, un Roussin ne m'a proposé une pièce. D'ailleurs, je lui ai dit à Roussin une fois, on a déjeuné ensemble, je lui ai dit, mais j'aurais aimé interpréter, par exemple, le rôle qui a été créé par Robert Vattier dans Nina ou Nana Nina. Je l'ai vu, moi, au théâtre. Et en sortant, je me suis dit, oh, dis donc, j'aimerais être à la place de... Je dis à ma femme, j'aimerais être à la place de Robert Vattier. À ce moment-là, peut-être qu'il pensait que je l'aurais refusé, alors il me l'a proposé. Et ça vient des auteurs. Moi, on m'aurait proposé ça, j'aurais accepté, certainement. Mais ça, on ne peut pas aller frapper aux portes et leur dire, vous savez que je peux faire ça, moi. Hein? Ils m'ont dit, oui, ben on vous téléphonera. Je comprends seulement parce que cela vient aussi, Bourvil, qu'on vous avait catalogué une fois pour toutes comme comédien, acteur de cinéma d'une part, acteur de cinéma comique, et d'autre part accaparé par l'opérette, n'est-ce pas? Comment voulez-vous qu'on vienne porter un manuscrit à Bourvil quand on sait qu'il passe des années à jouer Pacifico, par exemple, n'est-ce pas? Oui, mais enfin, si un Roussin avait montré le bout de son nez, je me serais arrangé pour être libre quand même. Je voudrais vous demander, quand vous n'êtes pas sur la scène, quand vous ne chantez pas, quand vous ne jouez pas, quand vous n'êtes pas à la radio ou sur le plateau, que faites-vous des heures, des rares heures qui vous restent? Ah, je suis à la campagne et je travaille dans le jardin, voyez-vous, c'est pas compliqué. J'ai une petite propriété, là, à 40 km de là, j'ai 4000 mètres de terrain, je crois. Puis il y a des arbres fruitiers, il y a des roses, il y a une haie de Troène que je tonds, il y a des fruits à récolter. Je m'amuse et c'est un passe-temps formidable.
C'est à peu près tout ce que je fais. Ou alors je me balade, je marche dans la campagne. J'ai la chance de savoir ne rien faire. Parce qu'il arrive à... Je connais beaucoup de collègues qui, malheureusement, ne savent pas se reposer. Ils ne savent pas s'arrêter, ils ne savent pas cueillir une rose, ils ne savent pas assister comment dirais-je, au premier jour de printemps, vous savez, le matin, quand on voit la nature qui se réveille au mois de mars, c'est formidable tout ça. Moi, je connais des collègues qui confondent du blé avec une pomme de terre, moi, je sais pas, à ce point-là, vous savez, et qui ne se plaisent pas à la campagne. Il faut qu'ils soient pareils. Et si vous n'étiez pas à Bourvil, si vous regardiez Bourvil, je vous demandais de vous dédoubler pendant une seconde, de regarder défiler comme ça 20 ans de vie de Bourvil, et de savoir d'où il est parti et ce qu'il est devenu. Et si vous posez une colle à vous qui ne seriez pas Bourvil, comment expliquez-vous le succès de cet homme? Qu'est-ce que vous me diriez? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a certainement une part de chance, parce que il y a tellement d'événements, surtout dernièrement, on en a eu, hein, où j'aurais pu avoir un accident, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis passé à travers tout ça. D'abord, c'est déjà pas mal. En plus de ça, j'ai une santé assez remarquable, parce qu'il faut avoir de la santé pour faire ce métier-là. Et ça prouve que je suis né déjà sur une bonne étoile. Le reste, il faut penser que, puisqu'on est là pour faire quelque chose, il faut s'y intéresser et ne pas tâcher de ne pas louper le coche, quoi. Quand il passe, de le prendre. Quand on a déjà le tremplin que j'ai eu, et si en plus de ça je loupe tout, alors je serai impardonnable. Il faut être là, quoi. Il faut y penser. Puis se dire quand on a un échec, ça apprend à vivre. Il faut recommencer pour essayer de faire mieux. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Et les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles, mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille, elle travaille par idéal. C'était Entretien avec Bourvil par Moussa Abadi, une émission diffusée pour la première fois le 7 novembre 1962. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.